Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 32e épisode du Bistrot d'Alain Le Losc, saison 3, le podcast qui reprend chaque semaine votre rendez-vous hebdomadaire qui revient sur l'actualité de votre club favori. Une émission qui est réalisée par des supporters, donc notamment le site Allez le Losc et les Dogs du Net, pour les supporters. Une émission diffusée en direct chaque semaine sur notre page Facebook du Bistrot d'Allez le Losc et que vous pouvez retrouver également en différé sur notre chaîne YouTube à laquelle je vous invite bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager toutes nos publications cette semaine. Au sommaire, l'actualité du LOSC. Nous reviendrons sur le dernier déplacement de Lille. Le LOSC se fait rincer en Champagne. Et en deuxième partie, nous reviendrons sur le prochain rendez-vous du LOSC, un nouveau déplacement à Monaco. Pour espérer l'Europe, il faudra escalader le rocher. Pour aborder cette actualité, vous voyez les piliers du bistrot qui sont présents avec moi ce soir. Donc, je vais commencer par vous les présenter. Alors, je vais commencer par celui qui a des cheveux. Donc, il va se reconnaître tout de suite. C'est Julien, des Dogs de Paris. Bonsoir, Julien. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux d'avoir des cheveux. Voilà. Alors, les autres n'ont pas de cheveux à l'extérieur, mais ils en ont beaucoup à l'intérieur. Ah, ils en ont quelques-uns quand même. Donc, je vais commencer par les Christophe. Alors, d'abord, Christophe D. Bonsoir, Christophe. Comment vas-tu? Salut, bonjour à toutes et tous, ça va bien, ça va bien. Bon. Deuxième Christophe, Christophe C. Bonsoir, Christophe. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Bonsoir à tous et un petit bonjour à notre ami Philippe, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, mais qui est avec nous en déplacement et que j'embrasse. Et qui nous regarde très souvent en replay notamment. Donc on le salue, on lui dédie cette émission. Tu feras attention à ton marsupilami qui fasse pas trop de bruit, hein, parce que ça peut gêner en fait la communication. Il est également avec nous, donc c'est Georges, Georges de supporter lillois originaire de Tourcoing et actuellement dans le Dunkerquois. Bonsoir Georges. Bonsoir à tous, un pédigré pas commun en effet. Ouais, bonsoir tout le monde. Et puis Philippe aussi en particulier. J'ai fait la connaissance samedi et voilà, qui est un vrai personnage. Voilà, alors le bistrot de qui était en force au déplacement à Reims. On voulait essayer de faire un débrief en direct, mais on n'avait rien à dire à la fin du match. Alors finalement, on a renoncé. On s'est dit, on va attendre un peu, on va digérer tout ça et on en parlera beaucoup plus au bistrot d'Allez le Losc le mardi. Vous savez que cette émission, c'est également la vôtre. Vous pouvez bien sûr poser vos questions en direct sur les commentaires de la page Facebook du Bistrot d'Allez le Losc. Alors déjà, bonsoir à tous, hein, je vois beaucoup de bonsoir, bonsoir aux fidèles, bon salut Georges. Fabien qui nous dit, moi aussi, je suis de Tourcoing, on est plein dans ce cas-là, hein, d'être originaire de Tourcoing. On aurait pu appeler ça le Bistrot de Tourcoing d'Allez le Losc, je crois, parce qu'on est quand même en majorité. Il y a presque autant de Tourquenois que de non-chevelus dans l'émission ce soir. Alors. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur l'émission de la semaine dernière avec plusieurs infos. D'abord, il n'y a pas de gagnant. J'ai pas reçu de photos, j'ai pas reçu de ticket de caisse du livre de Damien et de Maxime. Alors, ça ne vous empêche pas de l'avoir acheté ailleurs qu'au Furet du Nord-à-Lens, hein. N'hésitez pas à l'acheter. Si vous voulez le commander, si vous voulez des versions dédicacées, faites-moi un petit message en privé et on essaiera de vous arranger tout ça. Vous savez, alors, voulais vous donner quelques autres informations par rapport aux 90 ans du titre de l'Olympique lillois. On vous a parlé de la semaine dernière d'une exposition à la ville de Lille qui se termine le week-end prochain. Donc, vous avez encore quelques jours pour aller voir cette magnifique exposition qu'on vous conseille bien évidemment. Samedi 13, ce sera le point d'orgue. On se rapprochera du 90e anniversaire qui, je vous le rappelle, est le 14 mai.
Donc le 13, il y a une manifestation qui est prévue à l'hôtel Bellevue sur la Grande Place à Lille, avec le déploiement d'une plaque en l'honneur du titre de l'Olympique lillois, accompagnée d'une conférence où il y aura Patrick Robert, Damien Bonne, Maxime Pousset, et également en présence de Pierre Beaucourt, qui est le fils de Georges Beaucourt, qui était le capitaine de l'OL cette année-là, et également Michel-Henri Joris, qui est le petit-fils d'Henri Joris, donc tout le monde connaît. Tous ceux qui ont fréquenté les stades lillois connaissent bien sûr au moins de noms. Et ensuite, le 14 mai, le jour du 90e anniversaire, aura lieu le tournoi U9 et U8 sur le stade Adolphe Max, avec 4 équipes uniquement lilloises qui vont s'affronter. Et donc, une compétition que les Lillois sont sûrs de remporter. C'est comme les expected goals ou la possession. Donc, c'est la 3e compétition qu'on gagnera cette année. Donc, je vous invite à y aller. C'est le stade Adolphe Max, c'est le terrain en schiste qui était situé juste devant le stade Grimont-Pré-Joris. Donc, toutes ces manifestations sont entièrement libres, publiques et gratuites. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Ça vous permettra de partager l'histoire de notre club. Bien évidemment, outre ces manifestations, je vous invite à acheter le livre de nos amis, Lille, capitale du football français, et également de signer la pétition pour la réunification des titres lillois, qui doit être là aujourd'hui à 845 signatures. Un petit effort, on arrive à 1000. Et on n'en parle plus, on pourra essayer de déployer ça. Je crois qu'elle fait parler d'elle, même si ce n'est pas un énorme succès public. Hein. On a eu des articles dans La Voix du Nord, dans BFM Grand Lille. Les gens qui devaient avoir cette idée, finalement, l'ont eu. Ça a permis de déployer d'autres arguments, comme la fameuse plaque qu'a reçue l'association du LOSC pour fêter son centenaire, qui est vraiment un argument de poids dans notre... bonne ou mauvaise foi pour réclamer ce titre. Donc, n'hésitez pas à signer cette pétition, à la partager, à faire signer vos amis, votre famille, vos enfants, vos parents, vos grands-parents, votre chien, pourquoi pas, ils sont aussi concernés par les titres des dogs. Donc, n'hésitez pas à faire tout ça. Voilà, donc vous pouvez... alors, Fabien qui nous répond, je n'ai pas pu me rendre à Lens car je ne suis pas à jour de mes vaccins. Et Fabien qui continue, il faut signer la pétition, mais surtout la partager, la diffuser. Voilà, nous pouvons... À ce sujet-là, d'ailleurs, François, quand il dit qu'il n'est pas à jour de ses vaccins, ça me fait penser à un truc, c'est que avec ce titre qu'on aura d'expected goals de possession et ce tournoi qu'on va remporter avec les 4 équipes de 9-11 ans au LOSC, à un titre près, c'est équivalent au palmarès du RC Lens quand même. C'est vrai. C'est vrai. Par contre, on pourra ouvrir le débat à la prochaine émission. Est-ce que ces 3 titres de l'année 2023 nous permettront de demander à la Fédération française de football de mettre une étoile sur le maillot du LOSC la saison prochaine? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est peut-être un peu trop abusé dans la mauvaise foi. Il faudra qu'on en reparle. Vous pouvez voter sur les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on réclame une étoile sur le maillot du LOSC pour ces 3 titres de cette année, cette performance exceptionnelle? N'hésitez pas. On est à votre écoute et on verra. Possession de balle, peut-être plus un aimant pour la symbolique, quoi. Oui, pourquoi pas. Voilà, toutes les Et puis je pense qu'on fait partie des clubs à ne pas avoir fait de montage de chialeuse contre l'arbitrage en disant « Ouais, les arbitres, ils sont méchants avec nous ». Je ne pense pas qu'on ait fait ça cette saison. D'autres l'ont fait. Alors que les arbitres ont été méchants cette saison, mais aussi les poteaux, les gardiens adverses. On a beaucoup de gens qui ont été méchants avec le LOSC. Évidemment, on aurait pu faire du ouin-ouin. Voilà, tout à fait. Mais on le fait pas parce qu'on est droit dans nos bottes et on est fiers de notre palmarès. Sauf un peu Christophe qui fait la gueule ce soir. Mais bon. Même certains joueurs ont été un peu méchants contre nous. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais on y reviendra dans les tops et les flops. Je crois cette semaine, on aura beaucoup de sujets à dire. Donc vous voyez, je crois que c'est la plus longue introduction de l'histoire. De loin, un nouveau trophée. C'est la plus longue introduction. Donc, si l'introduction vous paraît trop longue, vous pouvez nous dire François, ta gueule dans les commentaires. N'hésitez pas, je le prendrai pas mal. Est-ce que Sarah peut nous dire ce qu'elle pense de la longueur de cette introduction? Écoute, elle garde, si elle écoute, elle peut pourquoi pas venir dans les commentaires. Elle a le droit. Je sais qu'elle libre. Elle écoute de temps en temps, donc méfiez-vous quand vous parlez de ça. Mais voilà. C'est très long. Donc, je vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet.
première partie de cette émission, le retour sur le match de Reims. Le LOSC se fait rincer en Champagne. Alors, comme d'habitude, on va commencer cette première partie par quelques statistiques, puis ensuite un tour de table sur votre sentiment sur le match. On viendra au top et flop, et après on viendra sur les faits marquants finalement de cette journée de championnat. Et on reviendra notamment, on a parlé tout à l'heure, les expected goals, les difficultés du LOSC à concrétiser les actions à la fois défensives et offensives. Et puis aussi, on va On est revenir en train une de nouvelle perdre fois. Christophe quand tu dis ça, François. Faut vraiment que tu arrêtes avec ces histoires de stats. Il s'effondre à chaque fois que tu en parles. Et on reviendra aussi sur le coaching de Fonseca, qui était un sujet qui était repris dans certaines émissions régionales ou nationales. Donc voilà, le débat sera tout ouvert. On va commencer par les stats, donc les statistiques du match. Alors, je ne vous rappelle pas le score, ce n'est pas la peine. 14 tirs rémois contre 11 lillois, 4 tirs cadrés à Reims, 5 tirs cadrés à Lille, 35% de possession pour Reims, 65% de possession pour Lille. On est les champions, on est les champions. 282 passes rémoises contre 504 à Lille. Donc là aussi, un classique. Comme je disais sur le forum, on peut aller en Bolivie, on peut aller visiter La Paz à 10, hein, on n'aura pas de problème. 17 fautes contre 10, donc 17 fautes rémoises, 2 cartons jaunes à 3, pardon, pour Reims, et 8 hors-jeu à 0 pour Reims, et 7 corners lillois contre 4 corners rémois. Je vais vous laisser parler maintenant, je n'ai plus de voix. Comment avez-vous vécu ce match? Alors, on va commencer par Christophe D. Tu étais au stade au stade à Reims, tu as fait le déplacement. Ouais, malheureusement, j'étais au stade. Comment dire? Pour moi, c'était une tragédie ce match, hein. Enfin, je veux dire, même au niveau acteur, quoi. C'est un groupe de rap tragédie au départ, hein, mais bon. Ouais, c'est une chanson des Bee Gees aussi. Hein. Ouais, moi c'est pas. Ouais, enfin bref. Mais non, mais c'était vraiment. On est obligé d'essayer de rigoler, hein, parce qu'il n'y a pas rien de très drôle quand même dans le débrief de ce match. C'était vraiment une pièce très mal jouée. Ça pourrait être pire, on pourrait chanter à la façon des Bee Gees. Mais ça on va perdre tout le monde. Là. Non, mais c'est vraiment une pièce très mal jouée. C'est-à-dire que, j'ai l'impression, alors à l'entraînement, des fois, on fait des jeux en disant maintenant, toi, tu as le droit à 3 touches de balle, l'équipe d'en face, elle doit passer le milieu de terrain ou on a des zones et des choses comme ça. Et j'avais l'impression qu'on avait des jeux là. Reims, ils avaient le droit de passer la balle derrière les 2 défenseurs super rapides qu'on a en défense centrale, et donc de jouer dans le dos et de jouer rapide. Et nous, on est obligé de faire 15 passes avant de passer le milieu de terrain, ce qui était un peu chiant parce que du coup, ils sont toujours en place et on n'avait pas d'idée. Donc, autant dire qu'on s'est bien fait chier quoi, sur l'ensemble du match. Il y a eu quelques soubresauts qui font qu'on aurait pu marquer un but. Alors, on a vu des scènes hallucinantes. Hein. Moi, j'ai eu l'impression que sur un centre de Bamba, il y avait David qui faisait du jogging. Et voilà, j'ai l'impression qu'il ne s'intéressait pas au ballon. Quoi. Il était en train de courir. Il dit oh, fais pas chier ton ballon. Quoi. Après, on a vu ce fabuleux raté. Vous qui aimez les stats, j'ai vu un truc 96% de chance de marquer Cabella, sauf qu'il a oublié de tirer au but. Hein. Et l'action d'après, il fait une passe à l'aveugle, tir au but sur la centre-entrée. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, c'est du génie à ce point-là. Enfin, c'était une pièce vraiment très mal jouée. Et en face, j'ai une équipe de Reims qui a joué au football. Voilà, c'était le mec Will machin, on dit que c'est un génie. C'est juste le mec qui dit tiens, les mecs qui sont lents derrière, on va mettre une balle derrière, on va courir et on aura des actions. Et ouais, c'était un génie, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les districts qui sont des génies aussi, hein, qui voient assez vite que les gens qui courent pas vite, on met une balle derrière et on a des actions. Donc, c'était assez pitoyable. Et franchement, je pense qu'au niveau du jeu, surtout quand on a un COP qui est plein à ras-bord, parce qu'en plus, vous avez ramené des gens en plus dans le COP. Moi, j'ai passé tout le match dans le couloir, hein, avec une paire de personnes dans le couloir. Je pense qu'on était une paire dans le couloir à regarder le match parce qu'on n'avait plus de place pour nous. Donc, il n'y avait pas grand monde dans le couloir dans l'équipe de Lille, par contre. C'est ça, il y avait beaucoup de monde dans le couloir chez nous. Et on a essayé d'avoir d'ambiance, mais c'est quand même compliqué quand on a une équipe qui produit aussi peu d'enthousiasme. Quoi. On a l'impression que dès qu'ils peuvent aller vite, ils s'arrêtent. Et ça, c'est un peu chiant parce qu'on a, je dis, c'est un jeu à thème.
et avec un entraîneur qui a des principes. Mais alors, c'est bien d'avoir des principes, mais c'est bien de pouvoir en changer un peu de temps en temps et de varier un peu le jeu, quoi. Là, franchement, voilà, pitoyable, je pense que c'est le mot. Il est parti à Thème, Christophe, malheureusement. Non, pas malheureusement. Malheureusement. Non, on en a soupé aussi la thème. C'est bon. Je pensais à toi quand tu étais plus jeune en boîte de nuit, quand tu dis c'est bien d'avoir des principes, mais c'est bien aussi de savoir en changer de temps en temps. C'est pas mal. Ah oui, évidemment. On ne fera pas de commentaires sur cette affirmation, Julien. On te laisse la paternité de cette phrase. Quelle autre solution on a que de raconter des conneries? Franchement, sur ce match, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? Alors, le sentiment est partagé sur les premiers commentaires. On a Olivier qui nous dit, Thierry qui nous dit match très brouillon, sans motivation. On a Olivier, le pire match de la saison à l'extérieur. On a Fred, salut, avec le penalty, on aurait pu faire un petit hold-up. Franchement, c'est un des premiers matchs où je trouve qu'on ne mérite pas de gagner. On reviendra sur ce fait de jeu qui fait suite à la magnifique action de Rémi Cabella qui avait 4% de chance de rater son but. Et juste après, il y avait un penalty que l'arbitre avait 96% de chance de siffler. Il n'a pas sifflé. Donc malheureusement, c'était le match des 96. C'est un peu, on aurait pu sortir les bières du... Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Non, pas aujourd'hui. Ça vous dit pas, pas maintenant, non. Alors, le 16, c'est pour s'asseoir. Voilà, il a beaucoup envie de parler, je le vois tout à l'heure, il est pressé d'intervenir, c'est l'autre Christophe, Christophe C. Tu étais aussi présent au stade Auguste Delaune, comment tu as vécu ce match des tribunes du parcage visiteur? Comme Christophe, dans les escaliers. On va clôturer le suspense, on était 4 à être dans les tribunes, on était 4 à être dans l'escalier, on a trop tardé au restaurant avant d'arriver au stade. Oh, mais j'ai passé une belle journée avec des amis, ça m'a fait plaisir. Et puis à un moment donné, la belle journée s'est arrêtée, on a dû se rendre au stade. Et là, j'ai vu une purge comme on en voit régulièrement. Donc voilà. Et là, j'en veux un petit peu à notre coach parce que depuis quelque temps, je le prenais vraiment pour un entraîneur ambitieux qui avait des idées de jeu, mais je pense que c'est surtout un entraîneur qui a de l'ego et qui veut pas trop sortir de son schéma de principe. Et je trouve qu'une équipe qui a des ambitions européennes ne peut pas se contenter d'un jeu stéréotypé comme on l'a depuis quelque temps. Dès qu'on a un ou deux joueurs qui sont pas au niveau, qui manquent un petit peu d'idées pour créer un petit peu des petites choses offensives, malheureusement, lui n'apporte rien. Il ne sait pas avoir un deuxième système de jeu. Visiblement, on ne travaille pas à l'entraînement. On a un système, on n'en sort pas. Et quand ça fonctionne pas, quand on a une équipe comme Reims qui nous bloque les couloirs et que derrière, on est vraiment mauvais et voilà, on a un spectacle comme on a eu là, comme on a eu à Angers, comme malheureusement on a eu trop souvent cette année. Et je pense que sincèrement, mériter l'Europe, il faut mieux le garder pour les autres parce que si c'est pour faire ça, je suis désolé, hein. J'aurais bien aimé aussi faire des déplacements un petit peu plus intéressants, mais là, je crois qu'on ne le mérite pas cette année. Donc très très déçu, comme malheureusement très souvent cette année. Alors Georges, en dehors du fait que on est tous allés à la cathédrale de Reims pour aller brûler un cierge pour essayer d'obtenir une aide divine qu'on n'a pas obtenue pour ce match. D'ailleurs, ça laisse la porte ouverte à des questions philosophiques sur l'existence de Dieu, en tout cas, ou sa qualité de supporter du LOSC. Fernando à Lourdes, ça a marché. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais il aurait peut-être fallu qu'on aille jouer le match de Reims à Lourdes, mais ce n'était pas vraiment très pratique. Alors Georges, comment tu as vécu toi aussi ce déplacement au stade Auguste Delaune? D'abord, Veni, Vidi et puis Pavici, quoi. Donc, grosse désillusion, en effet. Tu évoquais la cathédrale de Reims. Il y avait dans l'horloge intérieure, près de la petite nef, vous vous souvenez, toutes les heures, un petit mécanique d'automate qui se mettait en place. La plus grande escroquerie du tourisme que j'ai jamais vu au monde. Sauf qu'il s'est passé plus de choses là que avec l'animation offensive du LOSC. Hein. Seul souvenir d'animation que je conserverai, c'est le petit automate qui tournait. Parce que sur le terrain, alors Christophe faisait référence au théâtre, pardon, et il pensait au boulevard, théâtre de boulevard, parce que vu ce qu'on laissait derrière, c'était exactement ça, quoi. Donc, non, un match d'une part il y avait une vraie perméabilité défensive. Hein, on l'a clairement expliqué. Je pense que l'entraîneur et moi avait parfaitement saisi comment. Et surtout, offensivement, rien. Quoi. Tu parles des tirs,
Mais vous vous souvenez des tirs lillois, quoi? C'est des passes faites au gardien, c'est des tirs d'une mollesse. Pour anecdote, le gardien rémois, je l'ai quasiment pas vu à l'épreuve sur des arrêts. On pourrait pas en dire autant de Chevalier, qui a été lui beaucoup sollicité. Donc c'est un match où on a été totalement inoffensif offensivement. Dans l'animation de jeu, c'était téléphoné, ça jouait à 3 touches de balle et dans une lenteur. Mais voilà, c'était tellement long, tellement prévisible. On a vraiment l'impression que c'était totalement paralysé de partout. Donc, au bout du compte, quand je vois sur certains sites que c'est une défaite qui ressemble à celle qu'on a subie ordinairement, pas du tout. C'est vraiment une défaite où là, pour le coup, il n'y a pas à dire je veux bien sur certains matchs dire on a fait du jeu, on perd contre le cours du jeu. Là, la victoire est logique, quoi. Et c'est la leçon de la possession stérile face à des Rémois qui, sur de la profondeur, en 2 touches de balle, nous mettaient tout de suite en danger, quoi. Alors, des commentaires aussi optimistes que les nôtres sur les réseaux sociaux. Fabien qui nous propose un slogan, un club européen, un jeu européen. Ensuite, le LOSC n'est pas taillé pour l'Europe. Olivier, le problème, c'est qu'on ne prend pas de points à l'extérieur. Fabien, on sera fixé après le match contre l'OM. Stéphane du site Allez qu'on salue. Je suis d'accord, jeu stéréotypé, aucune réaction à la tactique rémoise. Ensuite, certains tels David commencent à tirer la langue. Trifred, Football Manager, c'est meilleur qu'un diplôme d'entraîneur. On a en plus Zegrova blessé et des cartons jaunes qui vont faire 2 suspendus contre l'OM. Donc c'est un des faits sur lequel on va revenir. La charnière centrale suspendue, un mal ou un bien. On vous posera la question en dernière partie de cette première Mon partie. petit avis là-dessus. Julien, tu n'étais pas au stade pour une fois, tu n'as pas fait de déplacement, mais tu as vu le match à la télévision. Tu as peut-être une autre vision. Est-ce que tu as vu un spectacle samedi? Vivant. Je vais dire comme Christophe, moi j'étais avec des bons copains, on buvait des bières, on était dans un canapé très agréable, on a beaucoup rigolé, on regardait la télé. Enfin, le sujet, il était plus dans le séjour et sur la table basse que à la télé, très sincèrement. Je voudrais rendre hommage à ma maman parce que le lendemain, quand je suis rentré, je lui ai dit c'est quoi ton analyse? Et elle m'a dit qu'est-ce qu'ils sont inconstants et irréguliers. Par moments, pendant certains matchs, tu te dis qu'est-ce qu'ils jouent bien, c'est dingue. Et là, ils font rien. On comprend même pas ce qu'ils font sur le terrain contre Reims. Ah, j'ai envie de te dire, quand tu as dit ça, tu as tout dit. Très bonne analyse. Merci Odile, elle écoute peut-être. Je lui passe le bonsoir. On la salue et on donnera ses coordonnées pour l'équipe du soir, pourquoi pas. Ça... Évidemment, il y en a des plus mauvais qu'elle. Je confirme, c'était pas une plaisanterie. Ma phrase n'était pas une plaisanterie. Et moi, en regardant le match, je me disais, mais c'est incroyable, ils peuvent jouer comme ça très longtemps, ça rentrera jamais. Et ça m'a rappelé une chanson qu'on chantait à destination de nos adversaires. Mais là, franchement, ce match, jamais il saura le mettre. Il a beau l'essayer, il va pas y arriver. Jamais il saura le mettre. Je bute, il est trop pétro. Bah, c'est Cabella. Et voilà, on va saluer les Yenda, c'est l'occasion de les saluer, eux qui sont le créateur de cette chanson, et qui nous regardent et qui ont signé la pétition. Je sais, ils étaient très motivés, donc on salue les Yenda. Et un dernier truc sur la réflexion, alors je ne sais plus qui disait ça, c'est Trifred qui dit « Football Manager, c'est meilleur qu'un diplôme d'entraîneur ». Ce match, pour moi, évidemment, il y a de la fatigue chez certains Lillois. On l'a déjà dit, David est cramé après sa Coupe du Monde, etc. Il est vraiment dans un mauvais passage. Et quand il n'a plus le coup de rein, ça devient évidemment beaucoup plus compliqué. Mais au-delà de ça, c'est surtout une défaite tactique. Et Will Steele l'a expliqué très clairement en interview derrière. Il ne s'est pas caché. Il a dit c'est pas compliqué. On a vu qu'ils avaient une animation avec un carré dans l'entrejeu qui était très dense. Ils ont Alexandro, Fonté, Gomez, André qui sont vraiment les artisans de la relance et ça, on voulait le bloquer, on voulait complètement le contrôler et on a vu à quel point ils étaient en effet à emmerder Fonte, etc. Et c'est pas par hasard si justement les 3 joueurs qui étaient en face de ces mecs-là, si je dis pas de bêtises, c'était Matuziwa, Doumbia et Mounetsi, ils ont fait un grand match, quoi. Ils ont vraiment été présents, ils font un gros match et c'est quasiment les meilleurs joueurs de Reims sur ce match-là. Et c'est ceux qui ont mis ce pressing et cette pression sur ces 4 mecs-là et qui nous ont fait complètement déjouer. Donc je pense vraiment que c'est une grande victoire de Will Steele face à Fonseca. Alors, c'est la deuxième fois que ça arrive au LOSC, en tout cas de ma mémoire. C'est la première fois, c'était la première mi-temps du deuxième match contre Lens,
où Francaise avait mis aussi un dispositif anti-système lillois, entre guillemets. La différence, c'est que là, à la mi-temps, est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce que c'est une question d'homme? Est-ce que c'est une question de fatigue? Le LOSC avait réussi à contrer un peu cette organisation et à repousser les Lensois, ce qu'ils n'ont pas su faire avec les Rémois. Donc, quelles sont les raisons? Je vous laisse à chacun cogiter. Je vous propose de passer au top et flop. Quels sont vos tops? Quels sont vos flops de ce match? Et y a-t-il un joueur à Reims que vous voulez mettre en avant? Je vous propose de garder le même tour de table. On va commencer par Christophe D. Bonsoir. Christophe, ton flop est top. On peut dire bonsoir. Bonsoir. Non, bonsoir. Bonsoir Christophe, ça va? Tu vas bien ce soir? Moi, je suis quelqu'un de très poli, puis on m'a dit il faut meubler parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur le match. Donc je dis bonsoir à chaque fois. Je suis Lillois, j'ai un problème avec mon équipe. Je peux en parler? Non, mais en top, il n'y a pas grand monde en top. Je vois pas... Si, à la limite, Bamba. Bamba, je trouve qu'il n'était pas si mauvais que ça. Franchement, tout le monde. Oh, il y a des piliers de bistrot qui vont réagir. T'as choqué tout le monde. La ligue anti-Bamba va se lever. Ouais, c'est pas grave. Après, dans les flops, il y en a beaucoup. Un top Chevalier quand même si ses relances c'était dégueulasse en première mi-temps, il a quand même fait ses relances en première mi-temps, je pense qu'elle a mis plus en touche que sur un joueur, donc ça c'est quand même gênant pour quelqu'un qui a les bons pieds en plus, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, soit le terrain est plus petit qu'à Lille ou soit il était nerveux, je sais pas trop, mais à part après il a quand même fait des super arrêts, enfin des 1 contre 1, il en a fait 5 je crois dans le match, il en a perdu un, donc c'est plutôt pas mal. La défense centrale, alors, comment dire, Alexandro, vous savez que je ne suis pas un grand défenseur, mais là, je pense qu'il a été. Le terme, c'est clownesque. C'est-à-dire que mal placé, lent. Voilà, je pense que vous auriez mis, je ne sais pas moi, Virginius à sa place, je pense qu'il faisait mieux, quoi. Non, franchement, c'était triste. Fonte, il fait un retour, c'est vrai, mais il est quand même bien dépassé, quoi. Il est usé, quoi. Fonte, on parle de renouvellement de contrat, je pense qu'il faut lui dire gentiment, mais là, il faut arrêter, quoi. Enfin, voilà. Ensuite, sur les ailes, c'est pas si mal que ça sur les ailes, on le fait. En milieu de terrain, André, j'ai trouvé qu'il était pas bon du tout. En plus, il commence à faire comme Cabella, il commence à faire des ailes de pigeon en remise en retrait. C'est une dédicace pour toi, Christophe. Il écoute le bistrot d'Alelos qui voulait te dédicacer son aile de pigeon. Sérieusement, celle-là, elle est énorme, quoi. Il est à 35 mètres de son but, il met une aile de pigeon pour mettre en retrait à fond. Mais sérieux, il a failli y avoir but là-dessus. Heureusement qu'il y a un Rémo qui était hors jeu et qui a arrêté l'action. Mais voilà. Donc André. Donc les tops et les flops, on prend tout l'effectif maintenant, c'est le nouveau. Un par un. Dans le jeu. On met des notes si vous voulez aussi. Alors un 7, un bon 7. Non, mais vraiment dans les vrais flops, quoi. Il y a forcément Cabella, quoi, qui fait quand même encore une fois. Il fait des super matchs de temps en temps, et à côté de ça, il fait des matchs pathétiques. Et là, c'était un match pathétique où il a enchaîné en 2 minutes 2 actions déplorables. Alors, il aurait pu se rattraper juste après. C'est-à-dire qu'il a raté un but immanquable, il aurait pu marquer juste après. Non, il a préféré faire une passe à l'aveugle. Ça devient. Enfin, je pense que là, il faut consulter. Hein. Il y a peut-être un psy qui peut le soigner. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et après, j'ai une pensée émue pour Wea, qui est rentré ailier droit 10 minutes avant de devoir passer arrière gauche juste après. Je pense que lui, c'est pas du manque de respect comme Fonte. Lui, je pense qu'il s'essuie dessus avant qu'il rentre sur le terrain, quoi. C'est incroyable. Il n'y a aucun respect pour le joueur. Enfin bref. Et voilà. Et du coup, alors, il manque Baleba et Bayo, hein, si tu peux finir, s'il te plaît, le tour de l'effectif. Non, il y en a encore plein que j'ai pas cité. Hein. J'ai pas cité. Il y en a pas que j'ai pas cité. Non, mais franchement, Wea, j'ai une pensée pour lui parce que je vois mal comment il peut s'exprimer si on le laisse 10 minutes par poste. Ça va être super compliqué pour lui. Surtout que c'est pour absolument laisser Cabella sur le terrain et Bamba, il aurait pu ressortir un des deux, c'est pas bien grave. Voilà. Donc voilà, il y a une flopée de flop. Et je m'arrête là parce que c'est vrai qu'il y en a encore quelques-uns qu'on pourrait nommer. Et les tops, t'as déjà dit Chevalier. Hein. Ouais, Chevalier, mais du côté Reims, je ne connais pas. J'ai trouvé que les deux attaquants, Balogun, je n'ai pas trouvé qu'il est super. Enfin, il n'a pas fait un super match. Je pense sinon il en aurait marqué 3. Non, j'ai trouvé que le Ito, là, il était pas mal. Il est très remuant, il est très vif. Et très hors-jeu. Il fait très hors-jeu, mais je pense que c'était aussi le jeu, quoi. Il jouait vraiment sur la brèche. Hein. La rupture. Un peu comme nous avec Bourak à une époque. Et donc, il y avait un risque, mais
Mais les fois, les hors-jeux bêtes, c'était pas lui, hein, c'était plutôt Balogun et l'autre attaquant, je sais plus comment il s'appelait. Et voilà, donc après le gardien de Reims, c'était super bon parce qu'il n'y a pas pris de but. Bon, en tout cas, après cette magnifique revue des effectifs où on est passé pas loin du one-man show, hein, je crois qu'on a failli laisser le micro à Christophe pendant une demi-heure. On va voir les tops et les flops de l'autre Christophe. Est-ce que tu as des tops? Est-ce que tu as des flops? Et Je vais est-ce qu'il commencer y a par. un joueur à Reims que tu as remarqué? Ouais, je vais commencer par Reims parce que je suis pas d'accord avec Christophe parce qu'effectivement, Ito, il est souvent, enfin, il est à la limite du hors-jeu, mais malheureusement, je pense qu'il n'avait même pas besoin d'être à la limite du hors-jeu. Je pense que même s'il prend 5 mètres de recul, il les prend de vitesse systématiquement. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'il a fait quand même un bon match et c'est à peu près le seul que j'avais retenu. Le gardien, oui, c'est drôle, mais c'est vrai qu'il a fait aucun bon arrêt Moi, parce qu'il n'a pas moi, eu. j'ai refusé de mettre un top, de mettre Ito dans mes tops, mais c'est à cause de sa coupe de cheveux. J'ai pas pu m'y faire. Ouais. Et sinon, côté Lillois, je vais faire plus court que Christophe. Moi, j'ai un top flop. J'ai pas du tout aimé le début de match de Chevalier. Et je pense qu'il nous met un petit peu en difficulté dans l'entame du match pendant les 10-15 premières minutes. C'est compliqué. Tous ces dégagements du côté de Tekité vont en touche. Côté Ismaili vont en touche. Alors, c'est pas forcément les plus grands de notre équipe, encore que Tekité est pas mal. Mais ça a été compliqué. Toutes ces relances ont été compliquées. Et en plus, il n'a pas arrêté d'être repris par un joueur qui m'a exaspéré malheureusement samedi. C'est Benjamin André, qui au bout de 10 minutes était déjà remonté contre tous ses coéquipiers. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'aile de pigeon n'était pas obligatoire. Et quand on l'ouvre comme il l'a ouvert samedi soir, il faut aussi savoir se regarder et se dire parfois que effectivement, il n'a pas fait un bon match. Ça lui arrive pas souvent, heureusement. Alors, il n'était pas là les derniers matchs, hein, il avait raté le dernier, je crois. Je sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il y a des explications à trouver quelque part. Et puis voilà, après dans les tops, je vais en citer aucun parce que je pense que ça ne mérite pas un top. Voilà. Donc et puis je vais mettre un super flop en Football Manager, comme disait notre ami, je sais plus son nom. Je sais pas si on peut sortir un joueur ou un entraîneur de l'équipe, mais moi j'aurais fait sortir notre coach à la mi-temps et peut-être qu'on aurait eu des changements actifs en deuxième mi-temps parce que les changements qu'il fait ne servent strictement à rien. À part faire du complément de joueurs qui ne sont plus en état physique, il ne fait que ça. Ça n'apporte rien à l'équipe. Il ne fait aucun changement positif. Donc voilà. Alors, il y a des commentaires déjà sur les réseaux sociaux, hein, Hervé qui nous dit des joueurs déjà, pour certains sur le départ. Certains joueurs comme David est devenu un fantôme et pas de qualité sur le banc en attaque. Et rappelons-nous un mercato loupé. Zegrova et Ounas blessés, ça nous laisse une attaque pauvre. Pour Thierry, top le Cop Lillois, on ne l'a pas encore cité. Flop Bamba. Top Chevalier, car il a laissé un espoir de ne pas prendre une déculottée pour Trifred. Fabien, top Lucas Chevalier. Flop Létang pour la profondeur de banc. Fonseca et l'équipe apathique. Hervé, André Gomez et Cabella pas bons sur ce match. Trifred, le problème c'est que donc, David est cramé, il n'y a personne sur le banc pour le remplacer, donc on ne peut pas le faire souffler. André Gomez jouait pas, hein. C'est Angel Gomez, à mon avis, non? J'ai dit André Gomez, donc c'est. Ouais. Alors, il parle même pas de. André et Gomez. Donc, André Ok. et Angel Gomez. C'est Angel, ouais. Voilà, je me disais, ça y est, j'ai pas mes lunettes, je ne sais plus lire. Non, non, c'est vous qui êtes sourd, en fait. Trifred, le problème, David est cramé, tu n'as pas un joueur pour le remplacer, tu ne peux pas le faire souffler. Hervé, qui tempère un peu ce qu'on disait sur Wea. Wea, on est bien gentil souvent avec lui, il est courageux, mais en attaque, à part mettre des centres au deuxième poteau, désolé, offensivement, il ne nous a rien apporté depuis son arrivée, c'est juste mon avis. Marco Ito, il avait l'air fatigué, il est mort Ito, bon, c'était juste pour ça. Donc, Voilà. bon, Ouais. il Et sur fallait, certaines actions, il était un peu la bourre aussi, Ito, hein. ouais, puis, Ouais. et si heureusement il était aussi comment dire souvent hors jeu parce qu'à chaque fois qu'il Ito c'était dangereux. Rien compris. On a fait le tour. Hiro Ito. Ito, Oh là là. il n'y avait pas les références historiques, je suis désolé, je suis déçu. Tu as raison, Christophe, ces changements n'ont pas insufflé une révolte et les changements à la 80 pour Trifred et les changements à la 85e n'apportent rien pour Olivier. Georges, est-ce que tu es aussi en colère que du haut de Christophe? Moi, d'abord, je voudrais, au niveau
des flops. Il y en a un que je veux signaler, Christophe, vieux, ça a suffi. Maintenant, je sais que tu l'as encensé. Je sais que tu en as dit tout le bien de la terre, mais il faut arrêter, quoi. Alessandro, c'est pas ça. Vraiment, c'est pas ça. À tel point, non, mais ce qui est terrible, c'est que, outre le placement, le fait de dépasser, même balle au pied, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, je ne sais pas vous, mais moi j'avais peur. J'avais très peur à chaque fois qu'il ait le ballon dans les pieds. D'ailleurs, il en a perdu quelques-uns et je pense que là aussi, euh, les attaquants l'ont vite compris, quoi. Mais sa longue interview était intéressante à ce titre-là, puisqu'il expliquait, il disait, moi, j'ai jamais rêvé d'être footballeur. Ça se sent, ça se sent. Et puis c'est vrai que l'opposition balle au pied, balle au goon, c'était parfois dangereux. Voilà. Il n'y a pas que dans les pieds, dans le cérèbre qui peut vous donner. Mais bon, non, on a perdu tout le monde ce soir. C'est un vrai problème parce que autant, je pense qu'il a fait, non, on a remarqué ces quelques matchs récents où il a été pas mal du tout, mais où il était un peu en sur-régime, où il jouait sur vraiment, mais techniquement, dans la construction du jeu, c'est juste catastrophique. Après, je pense que lui, c'est le méga flop, mais j'ai envie de mettre toute l'équipe en flop réellement, hormis, comme on l'a dit, le seul top, outre ses relances un peu foireuses, c'est quand même Lucas Chevalier qui nous épargne d'arriver quand même déjà à la mi-temps avec 2-3 buts dans la musette de plus. Et même en deuxième mi-temps où Reims sort quasiment plus, à chacune des sorties, il a fallu qu'il se sublime encore une fois. Et moi, en top, je vais mettre aussi André Gomez. Et je dis bien André Gomez parce qu'on se rend compte à quel point, quand il n'est pas là, ça perd en fluidité au milieu. C'était vraiment problématique. Je n'ai jamais vu un Bins pareil au niveau, de la construction, quoi. Il y avait clairement un chaînon manquant au milieu qui devait probablement être lui, quoi. Donc voilà, et côté Reims, oui, on les a cités. Je pense que ça a été, moi, surtout toute la mécanique mise en place entre les trois milieux et les deux attaquants. Même si au niveau du timing, il y avait des fois des hors-jeux, peut-être que Ito partait un peu tôt, quoi, Ito tôt. Mais en tout cas, il y avait, fallait que j'avance aussi, mais voilà, il y avait. On salue Roger. On salue Roger. Voilà, on salue Roger. Mais non, vraiment, je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à sauver sur le terrain. J'ai eu quelques espoirs sur quelques inspirations de Zegrova en deuxième mi-temps, mais qui ont vite fait flop. Et je trouve que l'image symbolique, c'est le centre en retrait d'Ismaili qui ne trouve personne, où pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce qu'était le concept, la diagonale du vide, quoi. Eh bien, sur cette belle phrase, on va pouvoir passer la parole à Julien. Julien, à la télé, c'était le même avis? Tu as vu les mêmes flops, les mêmes tops? Avec moi, qu'est-ce qui me reste là, avec tout ce qu'on a dit Ouais, top. Moi, je pense que quand même, Chevalier, il repousse un peu, il repousse la correction peut-être qu'on aurait pu prendre. Après, il n'y a pas réellement d'autres tops. J'ai vu André faire des belles choses en première mi-temps, de deux tacles énormes, en l'occurrence, où il récupère des trucs qui étaient un peu désespérés. Après, c'est difficile. Je ne vais pas remettre des flops aux personnes qu'on a déjà citées. Donc, je vais peut-être dire, une fois n'est pas coutume, qu'après Guy Georges, Émile Louis, Patrick Henry, on a Thomas Léonard, parce que franchement, son arbitrage, il est catastrophique. Le rouge qu'il met à Chevalier, il est juste ridicule. En tout cas, à la télé, il est parfaitement ridicule. On revoit après sur les images que s'il donne ce rouge, c'est qu'il est excessivement mal placé. Donc, c'est que de sa faute. Il est mal placé dans sa course. Et c'est la raison pour laquelle il imagine un rouge, il est déjugé. Mais je pense qu'à ce moment-là, il a tellement la honte d'être déjugé que c'est la raison pour laquelle il ne donne pas ce penalty qui est évident pour David, parce que David, il se fait emmener la cheville et donc il tombe, il ne peut pas jouer le ballon. C'est inconcevable de ne pas siffler penalty comme ça. Et je suis assez intimement convaincu que s'il n'avait pas été déjà déjugé par la VAR une première fois, peut-être qu'il aurait accepté d'être déjugé une seconde fois par la VAR. Donc là, on est face à un criminel, décidément. Ces doubles prénoms posent vraiment problème. Et un presque double prénom à qui je donne un flop, c'est Jonas Martin. C'est un double prénom. Jonathan David aussi. Jonathan David aussi. Pour sa publication, parce que
parce que sa publication, elle est un peu ridicule. À minuit, minuit et demi, dans ces eaux-là, il a publié une photo assez dégueulasse, pixelisée, où il était noté « Il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus servi ». Donc très clairement, c'est un mouvement d'humeur, un message en direction de la direction, peut-être de son entraîneur. Enfin, très sincèrement, ça ne démontre pas un groupe qui vit bien, ça ne démontre pas une qualité de communication entre les dirigeants / l'entraîneur et les joueurs. Pour moi, ça dénote un problème qui est quand même relativement profond quand on est là. C'est pas anodin et c'est pas normal qu'un joueur se livre comme ça sur les réseaux sociaux. Bamba a fait un peu la même chose en enlevant le LOSC de sa biographie, en enlevant son numéro au LOSC. Aujourd'hui, il y a juste marqué Jonathan Bamba. Donc, on voit que beaucoup de joueurs aujourd'hui qui vont peut-être sortir ne sont pas encore au courant qu'ils vont sortir, et la réaction qu'ils ont en face, c'est plutôt un silence gêné de la direction. C'est ce qu'on comprend en tout cas, donc quand je dis ça, je parle au conditionnel, mais c'est pas super valorisant pour nos dirigeants de constater ça, et ça prouve que potentiellement on a des dysfonctionnements, et donc le dernier flop que je mets, bah, c'est la profondeur de banc, quoi. Parce qu'il paraît qu'on a des postes doublés dans cette équipe. Vous voyez des postes doublés, vous? Alors moi, j'ai toujours un peu de mal avec la profondeur de banc, parce qu'on a un banc, mais on ne l'utilise pas. Donc, ouais, mais même là, est-ce qu'on a réellement une profondeur de banc sur ce match-là? Bah, Est-ce que vraiment on a les postes qui sont doublés comme c'est prétendu depuis le début de la saison par notre président, quoi? Moi, j'ai du mal à me dire oui, on a vraiment des postes doublés. Enfin, un poste doublé, ça veut quand même dire un poste doublé. Si je me réfère, toujours un peu les mêmes références à la con, mais à 2011, des postes doublés, c'est qu'à un moment, tu fais rentrer un Fro, un Obraniak, un Tullio De Melo, et ça a de la gueule quand ça rentre, tu vois. Pour moi, c'est ça, des postes doublés. C'est quand tes remplaçants, ils apportent vraiment quelque chose. Poste doublé, c'est Bayo qui rentre. Ouais, mais si c'est Bayo, c'est aussi de l'animation dans les changements. Si tu fais des changements stériles où tu remplaces des gens, je crois que c'est Christophe qui parlait de ça, tu rentres les gens dans un système où il y a des gens qui sont crevés et qui ne peuvent pas bouger, tu ne changes pas ton système alors qu'il ne fonctionne pas depuis 80 minutes. Donc, au bout d'un moment, c'est compliqué pour un remplaçant de faire ses preuves dans une équipe qui est moribonde. Oui, mais concrètement, enfin, moi je rejoins. Devant, tu sais que la minimation ne fonctionne pas. T'as qui concrètement? Comme il disait, t'as Bayo qui est il n'y a pas que qui, il y a que t'as Virginus qui ne. Il n'y a pas que qui, il y a comment également. Mais pareil, le comment, là, clairement, à un moment, tu te rends compte que, par exemple, le seul, alors, il peut y avoir Baleba, André, t'en as qu'un seul qui amène une assise défensive. En effet, il y a le comment, mais des fois, moi, sur certains matchs, il y a eu, en effet, je pense à Angers, un choix de coaching qui était catastrophique, qui n'était pas bon du tout. Bon. Mais sur ce match-là, même le comment, il est très compliqué, quoi, parce que je suis pas d'accord avec ça. Il est très compliqué. Je vois pas qui tu peux mettre. Donne-moi des noms. Qui? Je suis pas d'accord, parce qu'à 25 minutes de la fin, 25 minutes, 30 minutes de la fin, tu vois que ça marche pas. Tu passes en 4-4-2 avec deux attaquants. On sait que Bayo et David, ça a déjà marché. On sait que ça a déjà marché. Tu passes avec deux attaquants. Tu mets sur le côté, tu laisses Bamba si tu veux, et tu vires Cabella, ou tu laisses Cabella, tu vires Bamba. Moi, mon choix serait fait dans ce match-là. Je vire Cabella, je laisse Bamba. Tu laisses Bamba, et de l'autre côté, tu as Zegrova. Zegrova, au bout d'un moment, il s'est pété. Tu fais rentrer Weah à la place. Tu as quand même une façon de jouer tout à fait différente, et tu fais sortir David, tu fais sortir n'importe quoi. André, de prénom aussi, tiens, Benjamin André. Tu fais sortir André, qui fait pas un bon match, tu fais rentrer Baleba à la place, et tu te projettes plus dans le jeu, et tu empêches Reims de jouer. Parce que le problème de ce match-là, c'est que vu qu'on joue à 2 à l'heure, et qu'on remonte les balles à 2 à l'heure, Reims a tout loisir de nous mettre des grandes balles dans le dos et de venir jouer. Maintenant, tu vas les presser haut et tu joues. Tu perds un 0. Mais André Baleba, il a fait le changement. Il a fait le changement, mais je te dis après. Non, il le fait à 10 minutes de la fin, ça n'a pas de sens. C'était fini. Mais il y avait vraiment à 10 minutes de la fin, on est mis d'un but, mais je pense que là, en plus, il y avait tel dysfonctionnement. Non, mais je pense que vu qu'il ne fait rien, on a l'impression qu'il ne peut rien faire d'autre. Moi, je pense qu'il ne fait rien et qu'il peut faire autre chose. Et en plus, il a déjà fait voir autrement. Je veux dire, le match contre 3 où il a joué avec 2 attaquants, on a été très bon. Et pourquoi on ne le fait plus jamais? Le match de Montpellier où il fait rentrer des joueurs à la mi-temps, ça a changé la physionomie du match.
Ouais, je te dis, je pense qu'il y a déjà. Enfin, le problème sur ce match-là, et on voit, de toute façon, on en revient au problème des postes doublés. Il y a quand même un vrai problème quantitatif dans cet effectif. Et on le remarque, c'est pas d'hier. Enfin, je veux dire, depuis le. Je pense que la trêve hivernale devait être un moment propice pour aller chercher du monde derrière. On s'est juste séparé d'un arrière droit qui, certes, n'amenait pas grand-chose, mais on n'a rien amené quantitativement. On a eu la chance d'avoir l'émergence d'un Baleba, d'un Euro qui arrive trop tôt, qu'on prenait presque le risque de cramer et qui aujourd'hui reste un petit peu en dehors. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a des carences dans cette équipe, qu'en effet, il y a eu des matchs, le match à Paris, il y a eu des erreurs de coaching, mais sur ce match-là, tu me parles de Bayo qui, sur ses dernières entrées, n'a pas été convaincant du tout. Il rentre 5 minutes, il rentre 10 minutes à Il y la fin. avait la seule solution, non, mais je pense que la seule solution pour amener une vraie animation, c'était un joueur rapide et véloce. Il y a que Virginius, on voit ce qu'il ramène à chaque fois, c'est compliqué. J'entends, moi, sur ce match-là, je pense que le naufrage était trop collectif. Hein. C'était tellement mauvais de partout. De toute façon, on aurait quasiment fallu faire un coaching de 7-8 joueurs. Eh bien, pour moi, les avis sont différents, c'est ça qui fait les joies du débat. Oui. Et je vous propose de partager quelques avis différents aussi de nos internautes. Alors, Trifred qui nous dit il est en colère parce on voit Rennes perdre juste avant ton match et tu sais que tu peux mettre Rennes à 6 points à 4 journées de la fin. Mais on est tous ridicules en gros, hein, de toute façon. Lille, Rennes, Lyon, enfin sincèrement, c'est assez pathétique. Hein. L'image illustrant c'est du stop and go, c'est du stop and go, stop and go. C'est la course à l'escargot. Tu as l'impression que cette 5e place, ils sont tous à avoir après vous, je n'en ferai rien. Ouais, personne n'en veut. Prenez-la. J'ai l'impression que personne n'en veut. Hein. Ouais. Personne ne veut jouer le jeudi. Alors, ouais, ça doit être ça. Le danger, c'est Lyon et pas Rennes qui revient très fort. C'est vrai qu'ils ont eu des faits de match qui étaient extrêmement favorables. Quand même, je crois, il y a eu 27 minutes d'arrêt de jeu et un penalty au bout de la 27e. Enfin, j'exagère juste un peu. Ah bon, j'ai pas vu le match et les images, donc je ne sais pas si c'était mérité. Mais bon, en tout cas, ils ont pris 3 points. Ça les a remis dans la course. Donc, Anthony, qui fait partie du fan club de Christophe D, qui nous dit Christophe, il fait de l'œil à Alexandro pour le récupérer à Templemar en vétéran. Donc, je crois qu'on est tous maintenant au fait des avis très marqués de Christophe sur Alexandro. J'ai trouvé son poste pour pas les petits ponches. C'est même pas titulaire à Templemar. Alors, pour la profondeur de banc, on va vérifier contre Marseille. On va y venir juste après. Le temps est dyslexique. Il est persuadé d'avoir signé Vinicius, mais au final, on a récupéré Virginius. Qualitativement, pour Anthony, alors c'était Fabien qui nous a sorti celle-là. Hein. Donc, Anthony, il faut nommer quand il y a des bonnes réactions. Anthony, qualitativement, le banc fait peur. Et Hervé, d'accord avec Julien, on ne peut pas exiger une place européenne avec des mecs comme Bayo, Virginius, qui ne sont pas des joueurs qui apportent un plus. La question, je la disais tout à l'heure en forme de boutade, un autre fait de match d'ailleurs, qui aussi pose question sur la gestion de l'effectif. On avait Fonte et Alexandro qui étaient sous la menace d'un 3e carton jaune qui les aurait privés du match contre Marseille. Et d'un fait exprès, ils ont tous les deux eu un carton jaune. Ils seront tous les deux absents contre Marseille. Alors, je vous fais un petit tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de cette gestion de l'effectif? Surtout, qui on va faire jouer en défense centrale contre Marseille? Christophe. Je veux bien réagir. Moi, je trouve que c'est délirant à partir du moment où Fonte prend son jaune et qu'Alexandro ne fait pas un bon match. Et même si tu es, j'en sais rien, il faudrait que je regarde la 35e, la 40e, on s'en fout de ne pas faire sortir Alexandro pour faire rentrer Yoro, tu vois, pour préserver un défenseur central. Parce que là, on va se retrouver certainement avec du Yoro Diakité ou du Yoro Benjamin André quand même. Elle va être compliquée, l'histoire. Hein. Donc, encore une fois, on parle de coaching. Je ne comprends pas. À partir du moment où Fonte prend ce jaune, tu sais que tu peux être décimé et tu sais qu'Alexandro, c'est quand même un peu une coutume de prendre son petit jaune par match parce que c'est quand même pas le mec le plus maladroit. C'est pas forcément un mec méchant, mais c'est un mec maladroit. Donc, à partir de là, il prend son jaune réglementaire, mais sors-le avant. Il y en a deux qui ont l'habitude de prendre leur petit jaune avant ou après les matchs. C'est Bayo et Alexandro. Voilà, donc moi, c'est mon analyse, c'est ça. Le coach ne le savait pas, alors qu'une demi-heure avant le carton jaune d'Alessandro, François m'en avait parlé. Donc il m'avait dit, s'il en prend un, on n'a plus de défense.
Et Bigot derrière, et voilà, même François. François. Même François. Il rate plus de matchs qu'il envoie. Voilà, mais malgré ça, j'ai une analyse de management des effectifs qui est quand même exceptionnelle. Moi, je le vois tout de suite, les défauts, je le vois tout de suite. Christophe D, qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? Moi, pour juger le fait, l'absence de Fonte et Alexandro, je vais me baser sur ce match. Et je vais dire super, tant mieux. Tant mieux. Qu'ils soient suspendus, c'est le mieux qu'ils aient à faire. Et je les remercie beaucoup. Parce que franchement, au moins on verra autre chose. Peut-être qu'on va en prendre contre Marseille, mais moi je me rappelle du match de Fonte à l'aller, où il y a Chipuki de Marseille qui lui a mis une accélération dans la vue, qui t'avait marqué le but tout seul. Tu te dis que si on met ces deux-là contre Marseille, on va prendre une valise. Donc autant essayer autre chose. Et vu qu'on n'a pas le choix, et ben, au moins, on sait que Fonseca va le faire. Déjà quitter le Euro, pourquoi pas, on verra bien ce que ça donne. De toute façon, je pense qu'avec Alexandro et Fonte, c'était perdu déjà. Donc bon, on perdra peut-être encore, mais on a une chance de gagner. Franchement, je pense que du positif. C'est un avis partagé par Anthony qui nous dit, même s'ils n'ont pas les automatismes, encore qu'on ne sait pas comment ils travaillent à l'entraînement, puis ils ont 15 jours pour préparer ce match. Ouais, ils vont bosser 15 jours, bien sûr. Yoro et Diakité, c'est pas si mal que ça, non. Effectivement, c'est la charnière centrale de l'avenir, celle qu'on aura l'année prochaine. Donc, on va devoir anticiper un peu du fait de la double absence conjuguée. D'ailleurs, on rappelle à Diallo, qui est blessé, qu'on ne verra plus cette saison. Ouais, j'allais te dire, moi je vois plus Diallo, Yoro que, tu vois, Diakité, il est bien sur son aile quand même. Non, pas Diallo, Diallo est blessé. Donc, oui, je pense que Diallo est à l'avenir, tu veux dire l'avenir, ouais. Okay. Pour la saison prochaine, pour moi, c'est Yoro Diallo, la défense centrale titulaire. Si Diallo revient, bon, la plupart maintenant, en 2023, on revient de ligaments croisés, mais s'il revient correctement. Il y a encore des échecs malgré tout. Il y a des mecs qui ont du mal à revenir. Hein. Alors, sinon, je vous propose de créer une pétition pour demander le report du match de Marseille à la saison prochaine. Comme ça, on aura peut-être une défense centrale digne de ce nom. Je ne sais pas ce que vous en arrête, on pensez. joue à guichet fermé. Ils annoncent 50 000. Donc, Bon, alors, c'est une mauvaise idée. Christophe, si tu veux rajouter quelque chose? Moi, je suis pas d'accord avec Julien Diakité. Je préfère le voir dans l'axe. Je trouve qu'au niveau latéral, moi, il m'inspire pas grand-chose. Je trouve même un Weah qui n'est pas à son vrai poste apporte plus. Il se projette beaucoup plus. Et quand il se projette, il y a quelque chose qui en ressort parfois. Alors que Diakité, je vois pas grand-chose. Donc, bon, il a plus d'aisance défensive. Il se retourne peut-être un petit peu mieux. Il gère mieux le dos de sa défense. Mais latéral, j'aime pas trop. Alors après, effectivement, on n'a pas trop le choix de toute façon. Donc, mais moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils n'ont pas forcément joué beaucoup ensemble. Les entraînements, c'est bien, mais un match contre l'Olympique de Marseille, quand même, ça mérite un peu plus que 4 semaines ou, enfin, même pas, non, 15 jours d'entraînement, c'est ça? Ouais, 15 jours d'entraînement. 15 jours d'entraînement contre une équipe qui joue quelque chose cette année. J'ai vraiment très, très peur pour notre défense. Et s'ils sont pas aidés par nos milieux de terrain défensifs et un Benjamin André ou Baleba ou je ne sais qui d'un niveau correct sur ce match, ça peut faire mal. Ça peut faire mal aux fesses. Mais c'est contre Monaco qui seront suspendus, je pense pas. Non, c'est Marseille. C'est bien Marseille. C'est Marseille. C'est justement, ce qui est amusant, c'est parce que au match précédent, Fonseca n'avait pas fait jouer Fonte pour éviter qu'il prenne un troisième carton pour être absent contre Monaco. C'est un peu illogique. Donc, pour répondre à Anthony, Diakité, effectivement, était formé à la base en tant que défenseur central, mais c'est vrai que depuis qu'il est à Lille, il s'est concentré sur l'aile. Fabien qui nous dit Debuchy est libre, ce qui n'est pas une vraie info, il est toujours sous contrat à Valenciennes, mais par contre on parle de lui au centre de formation lillois l'année prochaine, peut-être, pourquoi pas, on en reparlera, on aura l'occasion. Vieux pour faire de son version, il jouera plus. C'est vrai. Il a un moins de faute, non? Pour les vétérans de Templemar, peut-être, Christophe, je te soumets l'idée. Il va la faute. Laisse tomber. Georges, tu t'impatientes. Tu penses quoi de cette absence de la charnière centrale lilloise? Je pense qu'au vu de leurs prestations à Reims, on ne prend peut-être pas beaucoup de risques. La question qui se pose, vraiment, ils ont été inexistants. Et je les retrouve un petit peu dans la configuration de ce début de saison. Vous vous souvenez, on en prend 7 contre Paris.
dans un match qui ne justifiait pas un tel écart, où vraiment je les ai trouvés dépassés. Et je pense qu'à Marseille, il y a quelques flèches aussi qui pourraient nous faire bien mal. Donc, je pense qu'un Lexi au démarrage, ça vaut bien un Ito. Donc, moi, je me dis que ouais, ça peut être, je suis un peu sur la ligne de l'un qui dit ça peut être un mal pour un bien, parce que Yoro a quand même un peu plus de potentiel. Diakité a bien une formation de défenseur central. Et il est rapide. Peut-être, voilà. Et puis, peut-être aussi qu'avoir sa chance dans un match aussi important que celui de Marseille, ça peut être extrêmement stimulant pour ces deux joueurs. Ça peut être extrêmement motivant aussi. Donc, comme on dit, il y a 15 jours aussi pour préparer ce match. Moi, je pense que c'est peut-être pas si catastrophique que ça au regard de ce que ça aurait pu être. Le problème, par contre, est de savoir, d'une part, espérer qu'il n'y en ait pas un des deux qui se pète, parce que là, je veux dire, il reste Costil. Il reste Costil, il y aurait, voilà. Et puis, pareil, quantitativement, ça dégarnit aussi, puisque Diakité joue à droite, puisqu'on n'a plus personne. Donc, ça crée par effet le retour de Weah. Médical, voilà. Mais oui, de toute façon, je pense que ça va être forcément le retour de Weah, d'Ismaili. Et après, il reste quoi? Enfin, je veux dire, on a ces quatre-là en défense sur le match. Il sera. Il n'est pas blessé, Gudmundsson, là. Il est blessé. Donc, ça veut clairement dire, par exemple, qu'en termes de coaching, défensivement, tu n'auras aucune marge de manœuvre. Et ça renvoie à ça. Donc, je pense que de toute façon, de ce point de vue-là, c'est une situation particulièrement compliquée. Mais surtout, je pense que peut-être que sortir Alessandro, c'est peut-être la meilleure solution, quoi. Est-ce qu'on est obligé d'attendre le match de Marseille pour remettre un peu dans le coup Euro ou pas? À mon avis, c'est une vraie question, mais il faut le. Imagine qu'il se pète à Monaco maintenant. Oui, mais bon. Ça dépend. Est-ce qu'il a déjà 2 cartons jaunes? Ça, c'est la vraie question à poser. Il n'a pas joué depuis Pimpin. Enfin, voilà. Alors, moi, vous savez que depuis 1 heure, je suis devenu un grand tacticien du football. Je vais mettre une idée. Pourquoi pas, par exemple, une défense centrale à 2,5 avec, comme on voit parfois quand l'île est dominée, les deux jeunes en charnière centrale, Yoro, Diakité, et juste devant, en milieu défensif très reculé, voire même en 3e défenseur central. Et la Mavouba. À la Mavouba, Benjamin André qui pourrait jouer ce rôle-là, et ça permettrait peut-être d'équilibrer un peu plus cette défense et avoir un peu plus d'expérience finalement dans la gestion des attaques marseillaises. C'est pas le schéma de jeu. Et qui va se projeter après? Qui va se projeter quand on a récupéré le ballon? C'est pas discutable, c'est pas le schéma de jeu. Ah ouais? Non, c'est tout. Il le fera jamais. Alors, des derniers commentaires avant de rajouter une dernière statistique, mais là c'est une spéciale pour Christophe, je sais qu'il adore les statistiques. Hervé, Marseille a encore un truc à jouer, nous je ne suis pas sûr, si défaite dimanche c'est cuit. Ils sont lourds, pas complémentaires, et balle au pied, notre duo défenseur central, c'est pas terrible. Tu sais qu'au début, je pensais qu'il parlait de nous. Ils sont lourds, pas complémentaires. Je me suis dit, voyez donc, on prend un sacré tacle là quand même. C'est vrai. Mais, pas complémentaire, non, mais lourd, oui. Voilà, lourd, il n'y a pas de discussion. Oui. C'est revendiqué. C'est revendiqué. On le revendique. Mais pas complémentaire, ça dépend du moment. Fabien qui est tenté par une défaite contre l'OM pour qu'il revienne sur Lens. Et Olivier, le problème de l'effectif ne s'arrête pas à l'équipe, il existe en réserve. Alors, pour terminer cette partie rémoise, on en a parlé au début d'émission, je vais vous donner quand même quelques chiffres pour illustrer tout ça, puis ça nous permettra de faire la transition avec Monaco. Il y a eu ces derniers jours des classements d'expected points qui ont été publiés. Expected points, ça veut dire les nombres de points qu'auraient dû avoir les clubs par rapport aux occasions, au nombre de buts encaissés, au nombre de buts qu'ils auraient dû marquer, aux expected goals contre et pour. Question pour Christophe, ça. Et Christophe, tu es passionné. Alors, le premier, on a beaucoup dit que c'était Lille qui était premier de ce classement d'expected points. Moi, sur le classement que j'ai trouvé ce matin, Lille est deuxième, juste derrière le PSG. Alors, on a un PSG qui a 67,03 points en expected points.
et Ça qui fait a ça fait un beaucoup titre. plus ils ont beaucoup plus, ils ont un vrai titre parce qu'ils ont beaucoup plus en points réels. Et nous, on a 66,55 expected points contre 59 en réel. C'est-à-dire qu'on est, par contre, l'équipe en France qui a la plus forte différence négative finalement entre ses expected points et ses points réels. Alors, C'est vraiment intéressant. oui, je vais vous poser la question qui serait. Et on Je, a hâte, franchement. Moi, je sais pas vous, moi, j'en peux plus. je vais vous dire le fond de ma J'ai envie pensée. de répondre, j'ai envie de Alors, répondre. qu'est-ce que ça vous. Vite, François, vite. C'est trop bien. Si vous m'énervez, je vous fais tout le classement. En troisième, il y a Marseille. En quatrième, il y a Lens, Lyon. Quel enfer, Et mais en quel septième, il y a enfer. Monaco, qui a 55 expected points contre 64 en réel. C'est une bière avec de la grenadine à Ma, Monaco. ma question, elle est toute simple. Ma question est toute simple. Ça reflète quoi, ce classement? C'est-à-dire que. C'est vraiment une bonne question. C'est de la merde. On est des brels parce qu'on n'arrive pas à marquer nos occasions. J'ai vu sur la chaîne Histoire qu'en expectivoire, en 1940, de la ligne Maginot, on devait être à Berlin en 15 jours. Quoi. Donc, à un moment, non, mais je pense que ça ne veut rien dire. Enfin, c'est des stats qui construisent les stats. Si, ça veut dire. Si, ça veut dire. Je ne suis pas d'accord, Jean. Ça veut dire qu'on est capable de se créer des choses. Alors, ces derniers temps, j'ai du mal. Mais par contre, on est vraiment dans l'incapacité de concrétiser quoi que ce soit. Voilà un peu ce que ça représente. Oui, quoi. mais c'est le Michel Blanc des bronzés, en fait. On est, voilà, il y a des ouvertures. On est dans une hypothétique version, mais après, pouvoir créer par rapport à ça un classement virtuel. Oui, ça n'a pas de sens, mais c'est l'image que ça renvoie. Oui, en effet. Bon, mais on n'a pas besoin d'être champion pourquoi je vous ai donné ce classement? Vous savez ce que je pense des statistiques. Je rejoins complètement l'avis de Georges. Mais par contre, je trouve ça sidérant que depuis quelques jours, on positive ce classement, alors que finalement, c'est un classement complètement négatif. Ça veut dire qu'on n'a aucune efficacité devant. On n'a aucune efficacité devant. Et c'est le classement qui illustre finalement toutes nos lacunes de cette année. C'est exactement ça. Ça reflète même plus que ça. Ça reflète un manque de mental. Parce qu'en fait, à l'histoire d'un match, vous avez tous joué au football, je suppose. L'histoire d'un match, souvent, ça se joue au mental. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous avez une équipe qui est bien en confiance, elle se prend un but, c'est pas un problème. Elle continue à jouer et elle sait qu'elle va gagner. Peut-être qu'elle ne gagnera pas le match, mais elle a une confiance incroyable. Une équipe qui y arrive à jouer contre Reims en se disant on a raté 2 buts et on a fait en prendre 4, mais c'est pas grave, on n'est pas trop mal grâce aux expected points. Un gros problème de mental. Si c'est ça son but, si c'est ça sa mentalité à cette équipe-là, je la plains, franchement. Et je plains ses supporters. Mais ce qui est clair, de toute façon, ce qui est à voir, en général, chaque saison, sur chaque match, une équipe a ses temps forts, ses temps faibles. Lille, dans nombre de ces matchs, et tous ces matchs, ils nous ont laissé tant de regrets, je ne parle pas de celui de Reims, mais ça a été des matchs où on a eu des temps forts très longs. Or, dans nos temps forts, on n'est pas capable de tuer l'adversaire. Et le problème, c'est que dans nos temps faibles, quasiment à chaque fois, on se fait planter, on se fait contrer. Revoyez le match à la maison contre Rennes. Je pense qu'on domine 80%. On a 10 minutes de flottement sur le match. On s'en prend un. C'est un peu à l'image de la saison, c'est-à-dire vraiment la gestion des temps forts par rapport aux temps faibles. Où, au bout du compte, c'est là, en tout cas, que... Voilà, on a énormément d'occasions, on engage beaucoup, et puis l'adversaire se crée assez peu d'occasions et marque quasiment systématiquement. Il y a quand même assez peu de clean sheet cette saison. Et finalement, c'est ce que reflète parfaitement cette statistique. C'est pas efficace à la fois devant et pas efficace derrière. Et effectivement, par contre, on a la possession. Ça, c'est merveilleux. Mais c'est le mental, ça. C'est le mental. Alors, le débat est ouvert sur les réseaux sociaux. Mais c'est quoi le mental? Alors là, si on tire un peu notre histoire là, c'est quoi le mental? Qu'est-ce que ça veut dire le mental? Pourquoi ces mecs sont pas assez réalistes? Ils s'entraînent bien. Là, pour le coup, les échos, c'est plutôt que ça bosse bien l'entraînement, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on manque de ce réalisme et qu'on ne marque pas? Le mental, c'est aussi la force d'un groupe. C'est pas seulement gagner des buts. C'est aussi. C'est l'envie de gagner. C'est envie de gagner. Donc ça manque un peu d'envie de gagner. Gagner ou faire nul, c'est pas si grave peut-être à ce moment-là. Savoir défendre quand il faut. Donc c'est quoi? C'est le truc qui est au-dessus. C'est le projet, non? Oh merde, je l'ai encore dit, ça faisait longtemps que je l'ai pas dit. Il n'y a pas un peu de projet, tout ça? Mais je pense que tu as raison. Le projet, ou alors ce qui est insufflé par la direction, je ne sais rien, mais oui, il y a un souci.
Moi, je suis plus sur un point de vue physique, par contre. Je pense que cette saison est le reflet parfait d'une saison qui a été coupée en deux. On a eu une première partie jusqu'à la Coupe du Monde, une deuxième partie depuis la Coupe du Monde. Et je trouve que toutes les équipes du haut de championnat, on va dire jusqu'à la 10e place, on a tous à peu près, même Paris, hein, on a tous un effet yo-yo, surtout sur toute cette partie de classement. Et je me demande si quelque part, il n'y a pas vraiment un problème avec cette Coupe du Monde qui est venue casser le rythme, qui a dû entraîner, je pense, une deuxième préparation. Et je pense que, parce qu'on parle du moral, mais je pense que le moral aussi, voilà, il y a le cœur et il y a le physique derrière. Et je pense que tout ça a un peu pourri pas que notre saison, mais notre championnat cette année. Il y a pas mal d'entraîneurs qui le disent. Ouais, c'est une saison qui est particulière, très compliquée à gérer, beaucoup de blessures, des mecs fatigués. Enfin, encore une fois, David, on sait très bien que lui, mentalement, pour le coup, il a envie, machin. On voit bien qu'il n'y arrive plus. Il est cramé, ce garçon. Mais je vous rejoins quand même. Mais pourquoi ça arrive plus chez nous qu'ailleurs? J'ai aussi ma petite idée. Je pense que clairement, on a une équipe très costaud d'un point de vue technique, de manière générale, depuis le début de la saison. Sauf que, et ça a été ce choix, vous savez, de faire un recrutement, de faire des bonnes affaires en recrutant des joueurs qui étaient très talentueux, mais souvent des joueurs qui d'abord avaient très régulièrement des pépins physiques, n'étaient pas forcément des monstres. Et on s'est rendu compte que, encore une fois, c'était une espèce d'effet en chaîne, d'effet systémique, parce que l'équipe perd vite pied physiquement. On l'a vu dès le premier match contre Auxerre. On a 1 heure de football total, fabuleux, régalant. La dernière demi-heure, on ne joue plus, comme ça a été le cas contre Ajaccio. Et on a un seul type qui surnageait physiquement dans cette équipe, qui est Benjamin André, mais qui se retrouve le mec d'abord de ce fait à prendre beaucoup de cartons jaunes parce qu'il les prend des fois aussi à la place d'autres joueurs qui étaient là la saison dernière pour compenser. Et donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi aller rechercher des joueurs qui sont un peu plus délaborieux, qui sont des bleus de chauve, des bleus de travail, et pas seulement, c'est bien d'avoir des Ounas, des Cabella, des virtuoses du ballon, mais je pense qu'on a besoin aussi, ça manque de muscles et de vrais joueurs physiques. Ce qui n'empêche pas, c'est vrai que la Coupe du Monde a sans doute eu un effet, mais sans vouloir citer, je connais des clubs qui ne sont pas très loin d'ici où ils ont réussi grâce à quelques costauds, et je crois que vraiment c'est ce qui nous manque cette année, des costauds. Ouais, plus le fait qu'on en a eu pour notre argent, c'est-à-dire que tu l'as dit, on a recruté à la dernière minute des joueurs talentueux, mais régulièrement blessés. On a cette année des joueurs talentueux régulièrement blessés. Adam Ounas se blessait régulièrement, il se blesse régulièrement. André Gomes était blessé régulièrement, il se blesse régulièrement. Ismaili se blessait régulièrement, il se blesse régulièrement. Et on a de la chance avec Cabella. Chercher. Voilà. Et on a eu de la chance avec Cabella, qui ordinairement se pète aussi, c'est un peu moins pété, mais il y a zéro surprise en fait. Voilà. Tu peux faire ce choix sur un joueur quand on a tablé sur Renato Sanchez. C'était une idée magnifique, c'était un bon coup, mais on s'est rendu compte, et on l'a vu, Renato Sanchez, on a compté sur lui que sur quelques périodes, il y avait énormément de périodes où il était à l'infirmerie. Que tu ailles faire un coup comme celui-là avec une équipe musclée, ça marche, mais quand tu ne mets que ça, tu vas être champion de France, mais quand tu n'as plus que ça dans ton effectif, c'est juste pas possible à gérer, quoi. C'est juste pas possible. Pour revenir à ton classement, François, juste un instant pour revenir à ton classement. À partir du moment où tu joues avec 2 excentrés, pieds opposés, ils ont autant de chances l'un que l'autre de blesser les stadiers quand ils frappent au but, et un seul attaquant, toute ta saison, un seul attaquant, tu peux te créer des occasions, effectivement. Mais par contre, au niveau de la concrétisation et des buts marqués, forcément, à un moment donné, si ton attaquant, le meilleur du championnat actuellement avec Mbappé, n'est pas au niveau actuellement, eh bien forcément, tu marques pas. C'est simple aussi. C'est plus le meilleur avec Mbappé. Il y a Lacazette qui est passé devant et qui est premier du classement avec Mbappé. Alors moi, je voulais revenir sur quelque chose que je disais en début de saison. Rappelez-vous, on était juste après le match du PSG et j'étais agacé par les commentaires sur le beau jeu, le fameux Jugo Bonito par rapport au Punto Bonito. Vous vous souvenez de l'expression. Et je me demande si finalement, c'est pas ça notre problème. C'est pas ça parce que tant qu'on joue bien, tant qu'on a cette fameuse possession dont on se moque depuis quelques temps, finalement, on a satisfait du staff technique en disant oui, on a un beau jeu, c'est pas normal, on n'a pas de chance, ça se passe mal. Alors que finalement, le but, c'est pas de faire du beau jeu, le but, c'est de marquer des buts. Et on n'a peut-être pas cette envie supplémentaire. On se dit, ben voilà, on a du beau jeu, l'essentiel est fait, et on va pas les chercher, j'allais dire avec les dents, pour pas dire avec autre chose, finalement, le surcroît d'énergie qui permet finalement de mettre le ballon au fond et de récupérer 1 ou 3 points dans des matchs qui sont un petit peu compliqués. Je sais pas ce que vous... c'est ce que je disais avec le mental. C'est ce que je disais avec le mental, c'est exactement ça. C'est le mental. Si tu es sur le terrain pour gagner, tu joues pas comme ça. Forcément non.
Enfin, je veux dire, quand tu vois ce que je disais par rapport, j'étais pas d'accord avec Georges non plus. Si tu fais monter une équipe qui va venir faire presser Reims sera beaucoup moins intelligent. Sauf qu'on a joué à 2 à l'heure tout le match, quoi. Puis quand tu presses Reims, ça a du champagne. Ouais, non, mais Ouais. il y a Ouais, pas. puis c'est eux qui nous ont pressés, hein, parce qu'on prend un Exactement. nombre de contre-attaques dans le dos, purée. On Bien n'est sûr jamais que c'est eux. juste, hein. on a eu quelques actions par Bamba et Zegrova, et le reste du temps, on était vraiment attentifs, quoi. Franchement, je ne comprends pas qu'on puisse attendre tout ce match-là sans réaction, quoi. Il y a vraiment un problème. Alors, il y a beaucoup de réactions sur. Heureusement qu'on n'avait rien à dire sur ce match. Hein. Oui. Ben non, mais encore une fois, Christophe, il faut les joueurs, on les a pas. On les a pas sur le banc. Si. On les a pas. Non, je suis pas d'accord avec toi, Georges. On va pas recommencer. On va pas recommencer. Puis non plus, il n'y avait pas de joueurs. Et il faisait jouer des jeunes, et ça marchait quand même. C'est aussi la mentalité du coach et la façon de jouer. Oui, il y avait la génération Gambardella, mais il y avait des mecs derrière, bien sûr. Si tu fais jouer personne, t'as personne. On est d'accord. Si tu fais jouer des mecs 2 minutes en fin de match, tu dis, il est nul. Il est nul, il a joué 2 minutes, il est nul. Et encore, Bayo, même 2 minutes, des fois, il arrive à marquer un but. T'as même du mal à le dire qu'il est nul, tu vois. Non, mais c'est ça. Tu veux tuer ton chien, tu dis qu'à la rage. Hein. C'est pas pour. Non, mais simplement, je te pose la question qui Mais j'ai déjà répondu tout à l'heure, on va pas répéter. Les joueurs qui jouent en première base. Regardez, il y a 25 minutes, j'ai déjà répondu. Non, tu m'en as donné un. Ouais. Tu fais pas du coaching avec un joueur. Je vous propose de terminer ce débat absolument acharné avec une réflexion de Fabien qui nous dit on va jouer l'Expected Europe l'année prochaine. Et coup de chapeau, c'est la blague de la soirée. C'est la meilleure vanne. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de l'émission. Après, on n'a pas fini. Première partie, il est 21h46. Moi, j'ai tout donné. Hein. On va faire vite. De toute façon, on va à part répéter ce qu'on vient de dire, on ne pourra pas en rajouter. Le match de Monaco, qu'est-ce que vous attendez de ce match contre Monaco? Donc, je vous rappelle le classement. Monaco est 4e, donc à 5 points d'avance sur nous, a repris 5 points d'avance après sa victoire contre Angers. Ils ont gagné contre Angers? Oui, ils ont gagné contre Angers, donc 64 points, donc ils sont à 6 points de Marseille, 8 points de Lens. Le rêve Champions League s'éloigne pour Monaco. Ils ont derrière eux Lille à 5 points. Ensuite, Rennes et Lyon qui sont à 8 points. Donc, ils sont candidats pour la 4e ou 5e place. Comment vous voyez ce match contre Monaco, où là aussi, il y aura des suspendus. Hein, il y aura Ben Yedder qui est suspendu et Maripan qui seront suspendus pour ce match contre Lille. Il y a une sale ambiance, hein, Ben Yedder. Il a été sanctionné parce qu'il est arrivé en retard à la mise au vert ou à l'entraînement. Ben Yedder sanctionné, c'est limite ta blague. Sanctionné. Donc, ouais, c'est un peu tendu à Monaco en ce moment. Et je pense que la victoire à Angers, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Ouais, alors faut se méfier. Et on peut faire un truc. Ils sont entraînés par un double prénom. Je sais que c'est à Marotte, hein, Philippe Clément. C'est peut-être un danger pour le leur. Alors, encore un assassin en puissance. Voilà. Comment vous voyez ce match? Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous êtes dépité? Est-ce que vous êtes inquiet? Alors, Christophe C, rapidement. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se palucher, qu'on y aille, quoi. Donc, si on veut encore espérer quelque chose et qu'on ait encore du monde au stade, c'est bien d'être faire carton plein contre Marseille, mais il y a encore des matchs derrière. Et je pense que si le club espère que ses supporters, pas ses fans, mais ses supporters suivent encore un peu le reste de la saison, ben, c'est aux joueurs de montrer l'exemple et puis d'y aller, quoi, à Monaco, et pas pour faire du tourisme et profiter du soleil de la Côte d'Azur. Donc, je pense que s'il y a un match où ils doivent pas se rater, et voilà, je pense que le public a suivi jusque-là, les supporters ont suivi jusque-là, donc il y en aura peut-être pas beaucoup pour ce prochain déplacement, mais faites quelque chose, quoi, les gars. Si vous faites pas pour vous, faites-le au moins pour le club et les supporters. Je sais pas si ça veut encore quelque chose pour eux, mais bon. Il y aura quelques supporters présents à Monaco. Il y a des déplacements en avion qui s'organisent. On était cette semaine dans une réunion de supporters et quasiment toutes les sections auront quelqu'un de représenté là-bas. On sait qu'il y a des accointances entre des DVE et Nice et que Nice est juste à côté. Donc, on sera peut-être également renforcé par nos collègues niçois. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on peut s'attendre en tout cas à quelques centaines de supporters en tribune. L'autre Christophe, est-ce que tu as un avis sur ce match? Ah ben, je peux même faire une petite analyse parce que j'ai vu Lille jouer contre Montpellier, j'ai vu Monaco jouer contre Montpellier et j'ai vu Lyon jouer contre Montpellier. Enfin, pas les matchs entiers, je ne vais pas vous mentir, mais Monaco-Montpellier, je vais vous dire, Monaco, ils étaient d'une tristesse, on aurait dit nous à Reims.
ou nous à Angers. Enfin, c'était aussi triste. C'était vraiment catastrophique. Ouais, ils sont pas bien. Et ouais, franchement, je pense que ce que disait Christophe, on les prend à la gorge. C'est vrai que si on joue haut, pressing, machin, on peut les faire douter d'entrée. Et à mon avis, ils ne demandent qu'une chose, c'est de perdre. Donc, par contre, si on joue comme on a joué à Reims, à 2 à l'heure derrière, et on attend, on fait 15 passes avant le milieu de terrain, sinon tu as un gage. Ben voilà, si on fait des conneries comme ça, on va pas gagner. Mais si on se projette tout de suite d'entrée, un peu comme on a fait à Rennes à partir de la 15e minute, des choses comme ça, on va gagner. Il faut vraiment qu'on aille les chercher parce que eux, je pense vraiment qu'ils sont bons à accueillir. Et pour 2 minutes sur Lyon, que vous savez que la Casette, j'ai une admiration énorme pour lui. Franchement, j'ai vu Lyon jouer. Je les ai vus, vous dites qu'ils ne veulent pas de la place, ils en veulent de la place. J'ai pris le match à 4-1 dans 4-2 pour Montpellier. Et j'ai vu Lyon se projeter. Alors, ils font un truc de dingue. Hein. Ils font des passes à l'avant, des centres et des mecs qui se jettent au centre. Hein. Ah bon? C'est-à-dire, c'est un truc, ils ont inventé le football, je pense. Là, nous, je ne sais pas, nous, on ne sait pas le faire, ça. Donc, et des fois, ils font des centres, il y a 3 personnes au centre. Hein. C'est un truc de dingue. Et donc, du coup, ils ont pressé, ils auraient pu en marquer 2-3 de plus. Donc, je pense que Lyon en veut de cette 5e place. Hein. Et contrairement à nous, apparemment, mais on verra bien ça comme Monaco. C'était un match un peu particulier. Hein. Il savait que Aulas venait de se faire sortir, qu'il n'était pas présent à ce match-là. Et je pense que, enfin, si j'étais coach, c'est ce que j'aurais fait. À la mi-temps, quand tu es mené comme ça, tu les regonfles là-dessus en disant les mecs, vous pouvez pas faire ça à Jean-Michel, quoi. Sortez-vous les doigts et allez les chercher. Et franchement, la manière dont ils reviennent, j'étais chez mes parents, je dis à mon père, ils vont remonter. Et il me dit, ouais, je suis d'accord, je pense qu'ils vont remonter. Et ils remontent. C'est même pas surprenant, tellement tu vois que les mecs, ils prennent des pions et ils gardent la tête haute et ils sont encore dans le combat, quoi. C'était assez bluffant de voir à quel point ils étaient dans un truc de réactivité. Alors, c'est pas le sujet Lyon, hein, mais c'est vrai que c'était quand même le gros match du week-end et ça a été assez bluffant de voir cette attitude, quoi. Et en effet, sur l'envie, bah là, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai traduit, pour un homme, pour Jean-Michel Aulas, on y va. À Lille, on se bouge pour qui? Pour un fonds d'investissement, pour Olivier Létang, enfin, on en revient toujours au projet. Hein. Alors, Julien, rassure-moi. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur l'avant-match de Monaco? Non, j'ai rien à dire. Moi, je pense que c'est une équipe qui est fébrile, que cette victoire à Angers, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, si on joue le match comme on les a joués parfois, parce qu'on fait vraiment les montagnes russes, donc si on est dans une bonne journée, on doit peut-être même étrier Monaco, une équipe qu'on peut gagner 3-0, parce qu'il manque d'envie. Il y a des vrais problèmes, je pense, avec le coach en ce moment. C'est tendu avec les joueurs. Et à Monaco, on sait comment ça marche. Hein, la motivation, quand on n'est plus à jouer les 2-3 premières places, les mecs, ils n'en ont plus rien à secouer. De toute façon, ils gagnent tellement bien leur vie, ils sont tellement dans un cocon, tout va bien. Hein. Donc non, je pense que si on est dans une bonne journée, on peut le gagner ce match, c'est pas fini. Mais bon, en revanche, là, si on perd contre Monaco, un Monaco fébrile, pas bien dans ses pompes en ce moment, c'est bon, il faut arrêter, quoi. Voilà, c'est un peu le sentiment Trifray d'une victoire au Adjol Europe. Il rajoute voire une place de 7e si pas de victoire contre Monaco. Ouais, c'est ça, ouais. Leif, qui fait partie des pessimistes du soir. Hein. On perd à Monaco samedi, on va se faire étrier contre Marseille sans nos défenseurs centraux. Ouais. Nul face à Nantes et peut-être victoire à 3. Donc c'est pas déconnant. Hein. C'est le scénario catastrophe. Et Anthony qui souligne la qualité de l'analyse de Christophe C là, sur son avant-match de Monaco. Punaise, il envoie du pâté, Christophe de Verbeek, donc il fallait le souligner. Georges, est-ce que tu vas nous envoyer du pâté? Non, moi je vous enverrai plutôt du gastéropode parce que entre Rennes, Lille et Monaco, c'est quand même la course des escargots. En effet, il y a Lyon qui revient derrière, mais comme je disais, hein, on a en embuscade Rennes et Lille, après vous, je n'en ferai rien pour la 5e place, et Monaco qui est 4e, qui se retourne, il dit mais qu'est-ce qu'ils foutent derrière? On vous attend, quoi. On a l'impression vraiment qu'il n'y a plus rien qui colle, en tout cas dans ces 3 équipes. Mais Monaco, clairement, c'est vrai que après 2 raclées phénoménales quand même chez le voisin et à Montpellier, bon, ils vont se refaire la cerise à Angers, mais sincèrement, qui peut aller perdre à Angers? Ouais, personne. Personne ne va perdre à Angers. Je n'ai pas souvenir d'une équipe qui est perdue récemment à Angers. Pas plus qu'à Reims d'ailleurs. Donc, ouais, évidemment, moi j'ai souvenir du match aller qui avait été peut-être le plus beau match de la saison, côté Lillois, où on les avait Alors,
Le score, il est de 4-3 parce qu'on fait, pour le coup, 2 boulettes réellement individuelles qui sont vraiment des accidents de parcours sur lesquels une erreur de Chevalier, une autre grosse de Diallo. Mais sinon, je pense qu'on pouvait faire un score très lourd contre cette équipe-là parce qu'on on perçait même la défense avec une telle facilité. On a eu ce jour-là un très grand Bamba, ce qui arrive depuis longtemps. Donc, évidemment, au vu du contexte, au vu du niveau de l'équipe de Monaco ne m'inquiète pas plus que ça. J'en dirais pas autant des Lillois qui sont capables de pondre un match aussi mauvais. Alors, la différence quand même, c'est qu'ils ont affronté un Reims qui en voulait, un Reims aussi qui a su alterner le bloc bas et les contres. Est-ce que Monaco sera en capacité de le faire? J'en suis pas sûr. Ça risque de se jouer vraiment sur un temps de football pur avec deux équipes qui vont chercher la création. Et peut-être que là, on a matière à. La seule question que je pose, c'est le quid qui sera rétabli, qui sera sur le pont sur ce match. Parce que est-ce qu'on va repartir avec l'hécatombe de Reims? Est-ce qu'on a des joueurs qui reviennent dans le giron pour jouer le match? Je pense que ça va être aussi la grosse interrogation. Je pense que si Zegrova est parmi, Kounas est parmi, on va quand même avoir des problèmes à alimenter devant aussi. J'aime beaucoup cette analogie entre les Lillois et les escargots, mais vous savez qu'il existe une différence essentielle entre un Lillois et un escargot, c'est que l'escargot, il est meilleur quand il est bien cuit. Oui. Bon, elle ne vous plaît pas trop, celle-là. Donc, on va passer alors sans transition. Si, elle est bien, elle est bien. Mais ça manque un peu de vulgarité, quoi. Tu vois, c'est un petit peu... C'est gentil, c'est gentil. Voilà, alors je vous propose de basculer tout de suite, peut-être, sauf si vous avez des choses à dire sur ce match, à vos pronostics. On l'a pas vu. On l'a pas vu. On l'a pas vu le match. Non, mais sur l'avant-match, il y a peut-être des choses à rajouter. On n'a pas fait de plaisanterie sur Grasse de Monaco. Donc, pour l'instant, je suis un peu déçu. Hein, je vous sens sur la retenue. Je pense qu'il faut gagner le match contre Monaco pour pouvoir jouer la place du con jusqu'au bout, quoi. Parce que sinon, là, c'est quoi, on l'aura déjà, quoi. On est sûr qu'on est 6 ou 7. Si on gagne contre Monaco, on peut jouer la 6e place jusqu'au bout. Et ça, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, ça met un peu de suspense. Bon. T'as le discours motivant du coach. Oh, l'état. C'est Xanax pour tout le monde. Hein. Bon, je me jette dans la deule pour toi, si tu veux un discours on va vérifier ça. Après, on se demande pourquoi les vétérans de Templenar, ils perdent de temps en temps des matchs. Si tu fais des discours comme ça à la mi-temps. On est avec Hugo, cette année. Bon, l'année prochaine, on perdra, mais peut-être cette année. Il y a encore un match. Bon. On va vérifier si on est tous sous antidépresseurs ou non. C'est le moment du tour des pronostics. Vous pouvez nous faire part de vos pronostics sur les réseaux sociaux. On va commencer par Christophe. Christophe D, est-ce que tu peux nous donner tes pronostics pour ce match de Monaco? Et bien sûr, le nom des buteurs, comme d'habitude. Moi, vu que je veux absolument jouer la 6e place jusqu'au bout, je pense qu'on va gagner 2-0 pour pouvoir avoir un peu de suspense. Hein. Et les buteurs... Les buteurs, qu'est-ce qui peut marquer des buts? C'est pas facile, ça. Hein. Bamba. Allez, parce que de toute façon, on est sûr qu'il joue, ça, c'est déjà ça. Et Cabella. Christophe, l'autre Christophe, tes pronostics. Alors, 0-0. Et je parie sur 3 changements. Un à la 78e, un à la 82e et un dans les arrêts de jeu pour garder le score à 0-0. D'accord. Écoute, on en prend note. Il y a déjà des réactions sur les réseaux sociaux. Olivier qui nous remplace, il fait le boulot à notre place. Il nous dit il voit 1-2 pour le LOSC et on va le gagner. Il va y avoir un ouragan, donc c'est fait. On est tranquille. On a respecté notre contrat. Merci Olivier. Live qui nous dit 2-0 pour Monaco. Trifred qui nous dit nous n'avons plus notre destin entre nos pieds avec cette défaite à Reims. Je vois 0-2. Alors je suis pas d'accord avec lui parce qu'on a toujours notre destin entre les pieds. Si on gagne les 4 matchs, on finit 5e. On est assuré de finir au moins 5e. Alors que si avant Reims, si on gagnait les 5 matchs, on était assuré de finir 4e. Donc on a encore d'autres destins entre les pieds, si je peux me permettre. Anthony qui nous dit comme j'y joue plus, Templemar gagne. Donc ça sort la private jog. Et on a Hervé, victoire pour espérer, mais je crains un nul car Monaco va essayer d'assurer au moins 1 point. On en était où dans le tour des pronostics? C'est Georges, je pense, hein? C'est à toi? Ouais. Oh là Non, là, vous m'avez vraiment donné envie de...
Mais dis, je vais regarder le match. Hein, Christophe qui a fait la bande-annonce d'un film d'Éric Rohmer. Donc, trouver un prono à ce grand merdier. Ouais. Ça sent 0-0. Non. Allez, on va refaire le même score qu'à l'aller, 3-4. Voilà. Fabien qui nous dit, pour motiver Julien, Fabien sur les réseaux sociaux qui nous dit Monaco 0, LOSC 2, but de Bayo et de Virginius. Non, moi j'ai un 3-4. Vous êtes au Prozac, moi je suis à la méthode Coué avec un triplé d'Alessandro et un but de David qui retrouve le chemin des filets. Mais écoute, on en prend note, il vaut cher celui-là. Ah putain, je vois que je vais le jouer, on ne sait jamais. Julien, est-ce que tu veux conclure ce tour des pronostics? Ouais, j'imagine qu'on sera dans un bon jour. Donc 3-1, Euro sur corner, le Cabella du rachat et Angel Gomez. Et un but de Golovin pour Monaco. Moi, je vais vous donner mon pronostic pour vous montrer que je suis vraiment mauvais dans l'exercice. Je vois une victoire de Monaco 2-0 avec un but de Ben Yedder et un but de Maripan. Donc, donc match nul pour Anthony sur le les tien, réseaux. il vaut encore plus cher. C'est vrai, mais je ne le jouerai pas, par contre. J'aime pas le jeu. Ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Bah, tu ne pourras pas déjà. Pas... Alors, oui, mais il y aura des délits d'initié, t'imagines. Donc, voilà, il est temps de terminer ce bistrot. Il est 22h. Nous avons finalement tenu 1h30 pour parler d'un match dont on n'avait pas envie de parler. C'est un bel exploit. C'était un bel exploit. Donc, il est temps de remercier tout le monde. Hein. Je voudrais remercier les internautes qui nous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux. Un petit clin d'œil d'ailleurs aux membres des clubs de supporters qui nous saluaient hier soir, qui nous disaient qu'ils regardaient régulièrement en replay l'émission. On leur fait un petit salut et on leur souhaite un excellent match à Monaco s'ils se déplacent. Un grand merci donc à tous ces internautes. N'oubliez pas de partager, liker nos publications, que ce soit sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Ça nous augmente la visibilité. Réagissez également sur le forum d'Aller le LOSC, que vous pouvez également y aller. N'oubliez pas bien sûr de signer la pétition donc, pour la réunification des titres du football lillois. Stéphane qui lui s'interrompre pendant l'émission, il demande si Ben Yedder est suspendu. C'est oui, c'était justement pour ça que mon pronostic était extrêmement peu réaliste. Et donc n'oubliez pas de partager donc nos différentes émissions. Donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le débrief du match de Monaco et l'avant-match du match contre Marseille. Donc je voulais remercier nos piliers de bistrot présents ce soir. Donc merci Christophe C. Merci à toi et je voudrais juste remercier tous nos petits camarades qui étaient avec nous samedi à Reims et on a passé quand même une belle journée, c'était plutôt sympa à refaire. C'est vrai, les moules au champagne étaient excellentes. Exactement. Et il n'y a pas de sens caché dans ma phrase. Je vous rassure. T'as pas intérêt. Donc... Christophe D, merci de ta participation. Tu as un dernier mot à dire? Bah non, je suis d'accord avec Christophe, c'était un déplacement sympathique. Et puis sinon, non, mais merci à Terre toutes et Terre tous. Alors, merci à Julien des Dogs de Paris, qui n'a pas goûté les moules au champagne de Reims, mais qui était chez lui donc à regarder les matchs à la télévision. J'étais chez moi, non, j'étais à Lille, mais ouais, j'ai regardé les matchs à la télé. Et juste un truc, un petit big up à Virginius qui a accepté, voire qui a même demandé, il me semble avoir lu ça ce week-end, à descendre en N3 pour les aider parce que c'était un match contre les derniers qu'il fallait impérativement gagner pour se maintenir, qui a marqué un but d'ailleurs, et apparemment qui a montré beaucoup de motivation et d'envie. Donc là, on a un gars qui montre des valeurs, des vraies valeurs de solidarité avec ce club pour aller aider ses copains parce qu'ils ont son âge pour la plupart, parce qu'il est encore très, 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 très jeune, Virginius, et qui est allé jouer avec ses copains là, en N3 pour essayer de faire en sorte que les mecs se sauvent. Donc voilà, je voulais saluer parce que je trouve ça sympa. Il y a une autre explication. Certes, il voulait certainement aider ses copains qui étaient en difficulté, mais aussi il voulait jouer, avoir du temps de jeu, parce qu'il est sélectionné dans un tournoi d'U20 internationaux, et il fallait qu'il joue pour pouvoir effectivement monter en puissance pour ce tournoi. Donc il y avait aussi un intérêt personnel à. C'est pour ça qu'il a demandé à jouer en réserve. Bon, en tout cas, voilà, il l'a fait avec beaucoup d'envie et c'est cool, quoi. C'est cool quand les pros descendent comme ça pour aider les réserves.
Et je vous dis pas comment on est bavard, on arrive encore à faire des analyses dans les conclusions. Surtout, on n'a pas fini. Hein. Mais j'avais oublié, si vous avez le temps ce soir, je vous propose de rendre l'antenne à 3h30 du matin et on vous souhaitera une bonne fin de nuit dans ce cas-là. Georges, merci à toi aussi d'avoir participé à ce bistrot d'Allélos extrêmement bavard. Ben, merci. Et puis, en effet, je voudrais saluer ce super déplacement à Reims, dont je rappelle, le seul but était de visiter la merveilleuse cathédrale gothique flamboyante. Après ça, il me semble qu'on a fait un truc, mais je ne sais plus quoi. Écoute, on salue la cathédrale. Je voulais aussi faire un petit salut à Anthony qui nous dit dans les commentaires « Merci les piliers ». Et vive mon mariage jeudi 18 mai, j'embrasse fort sa future épouse. Eh bien, on l'embrasse toutes. Tous, ça future... Désolé. Voilà. Après les moules au champagne, tu vas un peu fort. C'est vrai, bon voilà, on embrasse tous sa future épouse et on lui souhaite bon courage. J'espère qu'elle aime le foot, hein, Anthony, comme ça elle pourra regarder les magnifiques matchs du LOSC à Reims dans les prochaines saisons. Bon courage, monsieur, on souhaite tous les vœux de bonheur, choses comme ça. Non. Le courage, ça vient après. C'est notre expérience, hein, c'est notre expérience. Allez, en tout cas, voilà, on fait un big up en fait à Anthony pour ce magnifique événement. Donc, alors déjà, elle me supporte et c'est pas mal. Il a déjà l'essentiel du mariage. C'est vrai, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Ouais. Déjà énorme. Je le connais. Bon, je pense qu'il nous reste un détail pour terminer vraiment cette émission, c'est notre cri de guerre. Oui. Alors, on ne fera pas cette semaine Alessandro, hein, on le garde pour la semaine prochaine. Pourtant, il en a bien besoin, les garçons. C'est pas faux. Donc, je vous propose le kit de guerre, donc tous ensemble, même vous derrière les écrans, dans vos chambres, alors que votre famille est en train de dormir, vos enfants sont profondément endormis avant d'aller à l'école demain. Je vous propose de pousser le cri de guerre à 3. 1, 2, 3. Allez, le LOSC! Allez, salut, ciao, à mardi prochain. À bientôt, salut.